Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a démarré hier lundi les négociations avec les acteurs politiques du pays. Ces négociations vont lier les institutions et la marche du pays. La première journée a connu un engouement des acteurs politiques. Ils ont défilé du matin au soir au Palais de la Nation. Une synthèse de Patrick Michel Moukouy. Suivez. Tel un berger qui regroupe ses brebis à l'annonce d'une tempête, le président de la République veut à tout prix garantir la quiétude et le développement du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Dès 10 h ce lundi, les premières délégations étaient déjà dans le mur du Palais de la Nation pour prendre part aux consultations annoncées par le garant de la Nation. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Corneille Nangaa, est la première à être reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après près d'une heure de discussion sans langue de bois, les voilà ressortir de la salle de réunion sans échapper à la vigilance de médias. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nangaa est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible des nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Les consultations vont alors se poursuivre avec le Conseil national de suivi des accords CNSA. Son président, Joseph Olenga-Nkoy, a au sortir de l'entretien lancé un appel aux tireurs de ficelles qui, selon lui, ne facilitent pas la tâche aux autorités. Et nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Tour à tour, les délégations des commissions de droits de l'homme et autres structures de la société civile vont se succéder dans cette salle de réunion. La responsabilité de médias dans une période aussi cruciale a alimenté les discussions du chef de l'État avec la délégation du CESAC qui avait à sa tête Tito Ndombi, son président. Entre deux bureaux, Félix-Antoine Tshisekedi a également accordé un moment d'échange particulier à quelques personnalités du monde religieux. D'abord, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et plus tard, les représentants des différentes confessions religieuses, Église du Christ au Congo, le Haut Conseil des Églises de Réveil, ceux des Églises indépendantes du Congo, la Pastorale nationale congolaise, l'Armée du Salut, les musulmans des tous bords, les orthodoxes, pour ne citer que ceux-là, ont formulé des recommandations pour aplanir les divergences qui freinent l'élan du développement du pays. La question électorale était aussi à l'ordre du jour des discussions entre le président de la République et le représentant de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Des nombreuses structures comme celle de la société civile électorale et l'organisation du suivi du processus électoral ont eu également leur moment privilégié d'échange avec le chef de l'État. Les consultations ne font que commencer et pourtant le carnet des notes du président de la République est déjà presque rempli. Voilà, vous venez de suivre la synthèse des premières consultations du président de la République. 110 bus de l'entreprise Transco sur les 440 commandés sont déjà au port de Boma dans le Congo central. Ils ont été réceptionnés par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani. Images et commentaires. Ville historique,
Portuaire et berceau de l'administration publique, Boma a vibré le dimanche 1er novembre 2020 à l'occasion de la cérémonie officielle des réceptions d'un premier lot des 110 bus Transco. L'événement, qui a revêtu un caractère festif, s'est déroulé au port de Boma dans la province du Congo central. Et c'est l'envoyé spécial du chef de l'État qui a présidé cette cérémonie. Sous la conduite de la maire de la ville et en présence des quelques autorités nationales et provinciales, l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, a fait la ronde de l'esplanade du port pour apprécier ces bus de marque Volvo. Un charroi automobile qui vient renforcer l'entreprise Transco en difficulté. L'événement a également été ponctué par des discours. Pour l'envoyé spécial du chef de l'État, l'acquisition de ce premier lot de bus destinés principalement à la ville de Kinshasa vient matérialiser la vision du président de la République, le peuple d'abord. Nous avons l'honneur de recevoir officiellement ce lot de 110 bus déjà réceptionnés sur les centaines de bus au bénéfice de notre peuple qui depuis bien longtemps a été privé d'un moyen de transport adéquat. Au nom du chef de l'État, il ne ménage aucun effort pour mener une lutte effrénée dans la recherche du bien-être économique et social des Congolaises et Congolais. Prenant la parole au nom du ministre des Transports et Voies de Communication, son représentant a loué les efforts entrepris par le gouvernement de la République et a rassuré que d'autres lots de bus sont attendus dans le prochain mois. La maire de Boma, quant à elle, s'est réjouie au nom de Bomatraciens d'être témoin oculaire et auriculaire des actions visibles du chef de l'État. Séance tenante, l'envoyé spécial du président de la République et toutes les autorités sur place ont pris place à bord d'un des bus pour une petite balade dans la ville. Les actions attendues pour 2020, année déclarée de l'action par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, se réalisent notamment dans le secteur du transport en commun. Un premier lot de 110 bus sur 440 commandés par le gouvernement de la République vient d'être réceptionné ici à Boma dans le Congo central. Voilà qui vient améliorer les conditions de déplacement de la population, principalement celle de Kinshasa. À l'Assemblée nationale, le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019 a été déposé hier lundi 2 novembre par le ministre des Finances, Sélé Ala, et ce document a été réceptionné par la présidente de cette institution, Janine Mabunda. Sylvie Mwembo, Bernard Baudot, reportage. Il est de coutume, l'examen et l'adoption d'un projet de budget est toujours conditionné par le dépôt du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice passé. C'est à cet exercice justement auquel s'est livré le ministre des Finances, Sélé Alagouli, devant le bureau de cette chambre législative avec à sa tête la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, ce dans le cadre de l'exercice 2019. Comme vous le savez, la session en cours qui va jusqu'au 15 décembre, c'est une session éminemment budgétaire. Vous avez vu les deux échéances qui sont passées, c'est-à-dire d'abord dans un premier temps la présentation de projet de loi rectificative du budget 2020. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est également passé ici pour déposer le projet de budget de l'exercice 2021. Mais il y a une obligation légale, c'est qu'avant que le Parlement, dans ces deux chambres, examine le budget de l'année qui doit venir, il faut d'abord approuver la loi de reddition des comptes, donc de l'exercice qui précède. Et en l'occurrence, il s'agit de l'exercice 2019. Nous allons parler de la reddition des comptes de l'exercice 2020 l'année prochaine, mais ce qui va être examiné au cours des jours à venir, c'est plutôt le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2019, qui était l'année qui avait précédé la pandémie et la première année de prise de pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour ce qui est de son contenu, le texte s'articule autour des aspects liés à la mobilisation des recettes et du niveau des dépenses engagées. Et en séjour à Kinshasa, quelques Congolais vivant en Afrique du Sud ont voulu en savoir davantage sur la situation du pays. Ils ont rencontré le président du Sénat, avec qui ils ont fait le tour d'horizon de l'actualité de l'heure. Bertom Konkole, reportage. La communauté congolaise vivant en Afrique du Sud est venue s'enquérir de la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. C'est la raison principale qui a conduit M. Christian Ihoué, chef de la diaspora sud-africaine, auprès du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Nous sommes de la diaspora sud-africaine. Comme tout citoyen congolais, à ce stade, à ce moment, il y a des questions de préoccupation qui nécessitaient
que la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud aussi puisse s'en saisir. Nous sommes venus nous entretenir avec le président du Sénat par rapport aux questions de l'air. Il y a eu deux volets, le volet politique et le volet social. En étant citoyens congolais, nous restons le responsable numéro 1 de notre malheur et de notre bonheur. Il y a des questions qu'on a essayé de développer avec le président du Sénat et on a été satisfait de ses réponses et on croit que l'espoir perdu, on peut le recouvrer. Cette délégation de la diaspora sud-africaine s'est dit satisfaite des assurances reçues du numéro 1 de la Chambre haute du Parlement. Le gouvernement vient de décider de l'envoi d'une mission d'assistance humanitaire vers les compatriotes de Yumbi, réfugiés au Congo-Brazzaville, victimes des dégâts de pluie, et ils sont plus de 2000 sans-abri. Une réunion sur cette question vient d'être tenue par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Françoise Bouelabouaki, Pompomba. Les pluies tombées dernièrement ont fait des dégâts humains et matériels importants. Des abris précaires ont été charriés et d'autres biens de valeur inestimable aux yeux des compatriotes de Yumbi, réfugiés au Congo voisin. Une catastrophe humaine qui a commandé une réunion autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba le lundi 2 novembre 2020 dans la soirée. Nos compatriotes réfugiés qui vivent sur le site de Bouemba, Mpouya et Makoti Mpoko. Il y a eu une très forte pluie qui a emporté leurs abris de fortune, des tentes qu'ils avaient reçues du HCR. Il y a eu mort d'homme. On déplore le décès d'une femme qui attendait en plus famille, et laissant ainsi 885 foyers sans logis et plus de 2800 personnes sans abri qui sont à la Belle Étoile, sans accès à la nourriture et affrontant encore tous ces jours-ci les aléas de la nature. Et cette situation appelle une action urgente de la part de notre gouvernement, étant donné que la République sert d'en face à travers aussi des moments difficiles qui ne lui permettent pas d'apporter la première aide d'urgence. Le Premier ministre nous a réunis et je crois que nous avons trouvé des solutions d'urgence. Et dès demain déjà, le ministre de l'Action humanitaire nous présentera un plan d'action qui pourrait déjà être opérationnel dans l'immédiat. Nous allons leur fournir ce qu'il y a de nécessaire, de basique, la nourriture, les médicaments, parce qu'il y a plus ou moins une centaine de personnes qui sont blessées, dont 18 grièvement, donc la prise en charge de ces personnes. Et nous allons leur trouver aussi des abris, des tentes, dans un premier temps, avec des couvertures pour qu'ils se protègent contre le froid, d'autant plus que ces sites se situent le long du fleuve. L'envoi de la mission ainsi décidée devra apporter du réconfort auprès des populations fragilisées par un passé traumatisant. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste sensible. C'est le sens du message du Premier ministre, leur envoyé par l'ambassadeur Christophe Muzungu. Et plusieurs quartiers de Kinshasa sont privés d'électricité, d'autres en ont entre minuit et 5 heures du matin. Une situation récurrente dans la capitale et dans les principales villes du pays. Au barrage d'Inga, plusieurs machines sont en panne et les travaux de leur réhabilitation sont en cours, nous dit Mireille Ndeke. Paris gagné par la SNEL SA, la date butoir pour la fin de travaux à la centrale hydroélectrique d'Inga 1 a été respectée. Le G16 qui subissait d'intenses travaux de réhabilitation est désormais connecté sur les réseaux avec une capacité de 55 MW aux côtés des 5 autres machines.
Après les essais techniques, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, accompagné du staff dirigeant de la SNEL, ont effectué une descente sur le terrain pour inspecter les travaux. Une visite guidée du directeur de la production OS et des responsables de ces deux centrales ont permis au numéro 2 de Ressources hydrauliques d'avoir des explications claires sur la nature de ce travaux de réhabilitation et de modernisation d'Inga. Satisfait, le vice-ministre Papi Punguluamba a loué la bravoure des experts de la SNEL pour la technicité avec laquelle les travaux se sont déroulés. Oui, j'étais dépêché par le Premier ministre du gouvernement sur les questions de la République, venir voir ce qui se passe à Inga. Je suis content d'annoncer à la population congolaise et au climat en particulier que nos compatriotes congolais de la SNEL ont fait un travail de titan. Et aujourd'hui, nous avons la mise en service de 2 machines, ce qui nous donne un total de plus ou moins 195 MW, plus le séquentiel de G27, donc nous sommes pratiquement à 347 la nuit. Nous profitons aussi de l'occasion pour sensibiliser nos abonnés. Les compatriotes congolais ont un comportement citoyen. Il y a des efforts qui sont faits. C'est un travail qui s'est fait 24 sur 24 par nos compatriotes. C'est de l'argent de la République, issu de contribuables des Congolais. Je crois que nous devons nous désolidariser de nos compatriotes qui s'adonnent à des raccordements frauduleux ou ceux qui s'adonnent au vandalisme des pylônes, alors que c'est des actions des anti-citoyens qui ont des conséquences collatérales plus graves quant à ce qui concerne la décette en électricité. Sa visite d'inspection à la centrale hydroélectrique d'Inga a coïncidé avec la remise au réseau du groupe 4 d'Inga 2 qui était en arrêt depuis le début du mois d'octobre. Dans la même optique, le vice-ministre est allé à Inga 2 pour vérifier également les travaux du G27 et G28. Bonne nouvelle, le G24 démonté dernièrement a été également connecté sur le réseau avec une capacité de 130 MW et ce avant l'échéance prévue. Et à quoi est dû ce déficit en courant électrique? La réponse avec le président du conseil d'administration de la SNEL, André-Alain Atundou, lors d'une conférence de presse sur le site du barrage hydroélectrique. Yvette Makontima. Des arrêts constatés dans le fonctionnement des machines à Inga 1 et 2 ont eu des conséquences fâcheuses sur la fourniture de l'électricité dans les Bandundu, le Lualaba, le Congo central et Kinshasa. Fort heureusement, l'expertise avérée des exploitants congolais a permis de maintenir difficilement ces outils de production, a reconnu le président du conseil d'administration de la SNEL SA devant la presse lors de sa visite de travail à Inga dans la province du Congo central. L'arrêt complet de certaines machines, à peu près 4, était vital pour ne pas détruire l'outil de production et priver ainsi le pays du bénéfice de cet instrument indispensable de développement et de confort que nous devons à la clairvoyance visionnaire du président Mobutu et que le président Kabila a maintenu en l'état malgré les conséquences perverses des diverses guerres. Aujourd'hui, l'honneur et la charge incombent au président Tshisekedi de sauvegarder ce précieux outil de développement économique et de souveraineté nationale contre vents et marées au grand bonheur du peuple d'abord. André-Alain Atundou Luongo a également rassuré la population, plus particulièrement les miniers, de la détermination de la SNEL SA d'améliorer la situation. Occasion de rassurer le public et les exploitants miniers de l'efficacité des solutions préconisées par la SNEL, d'une part, et de demander aux autorités nationales, d'autre part, de capitaliser sans complexe l'expertise de nos ingénieurs dans le cadre de la coopération pour la construction des barrages. La population congolaise en général et la quinoise en particulier peut donc s'attendre à passer les festivités de fin d'année en toute quiétude avec 13 machines disponibles sur les 14 installés à Inga. Les travaux en amont pour la population et les pouvoirs publics est de veiller au maintien en état des installations SNEL en évitant les actes de vandalisme. Fini le calvaire sur la route nationale numéro 4, tronçon Kisangani-Siro. Les bourbiers qui empêchaient la circulation sont colmatés par les ingénieurs de l'office de route en complicité avec ceux de l'entreprise chinoise Zengwei, nous dit Érudis Kitutu. Parmi les urgences des urgences dans le secteur des infrastructures routières figure le tronçon routier
Kisangani, Bafouassende, Nyanya et Poulou jusqu'à Isiro, sur la nationale numéro 4. Longue de 700 km. Cette route est en mauvais état. L'office de route est déjà à pied d'œuvre afin de supprimer tous les bourbiers. Informé de la situation, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a dépêché sur place le directeur général de l'office de route pour des solutions idoines. Le souci majeur de l'ingénieur Herman Moutima Sakrini est de voir cette route un jour être asphaltée. Nous n'allons pas nous arrêter ici. Cette route doit être asphaltée. Il faudrait qu'au-delà de tout ce que nous faisons ici pour faire passer les véhicules, que ce processus-là d'asphaltage puisse être lancé, des études et des recherches de financement, pour qu'on arrive enfin à terminer définitivement cette situation. Il précise que ces travaux sont financés par le FONER. À ce jour, tous les bourbiers qui bloquaient le passage ont été colmatés grâce à la technicité des ingénieurs de l'office de route et cela à la grande satisfaction des usagers. Je suis très heureux parce que la fois passée, nous on passait ici, on faisait une semaine pour passer ici. Mais aujourd'hui, je suis venu ici, je suis passé directement là. Je suis très heureux avec le travail que l'office de route a fait ici. L'impraticabilité de cette route a occasionné la rareté des produits en provenance de l'Est sur le marché de Kisangani. C'est aujourd'hui que les 300 Kouloun arrêtés à Kinshasa viennent d'être transférés à Kanyamakasese dans la province du Olomami. Ils partent apprendre quelques métiers et des travaux champêtres en vue de leur réinsertion dans la société. Ces inciviques communément appelés Koulouna vont désormais rejoindre les centres pilotes de Kanyamakasese. Un premier lot de 300 malfrats sur les 800 et quelques interpellés qui ont sémé la terreur et la désolation dans la ville de Kinshasa a été remis ce lundi 2 novembre au commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Un échantillon de 100 Koulouna à séance tenante arborait l'uniforme des bâtisseurs du service national, ce qui traduit leur engagement et reconversion en agents de développement. Ici, nous considérons ces jeunes gens comme une jeunesse désœuvrée qui vient d'être mise à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation, ainsi que pour une utilisation efficiente. Le commandant suprême a pris des dispositions pour qu'une bonne fois pour toutes, le phénomène Koulouna soit terminé dans la ville-province de Kinshasa. On en a tant parlé, maintenant il était question d'y mettre fin définitivement. Le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a invité la population à dénoncer tout Koulouna où qu'il se trouve. Question de mettre fin aux actes de vandalisme que connaissent certains coins de la capitale. C'est grâce à la conjugaison des efforts entre la PNC et le service national que cette opération a débouché sur ces résultats. Plus de 800 Koulouna ont été interpellés dans la ville de Kinshasa. Nous allons continuer à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Il y a des autres qui sont en Menkao, nous avons déjà les pistes. On va les poursuivre partout pour que ces gens puissent aller à Kanyamakasese et que la population puisse vraiment être libre. Dès ce mardi, la première vague de ces inciviques, au total 300, va prendre l'avion direction Kanyamakasese dans la province du Olomami. Doit-on intensifier la sensibilisation contre le coronavirus ou encore veiller simplement à l'application des gestes barrières? La mutuelle de santé de Ngiringiri a procédé à l'évaluation de la lutte contre la Covid-19. Cédric Enina, un reportage. La commune de Ngiringiri, l'une des rares à s'est dotée d'une mutuelle de santé. La fine pluie de ce dimanche n'a pas empêché les membres de la Moussangiri et le président de la structure de cette entité administrative, Camille Mayunda, d'évaluer la situation sanitaire, notamment les pas franchis dans la lutte contre le coronavirus et évidemment soulever quelques questions liées à l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi et surtout mettre en place de nouvelles stratégies pour des actions beaucoup plus efficaces. Bon, nous venons de tenir l'Assemblée générale de Moussangiri après le Covid-19. La séance portée sur le Covid-19,
la publicité ou le marketing de la mutuelle de santé de Ngiringiri. Rappeler aux membres l'importance d'une mutuelle de santé, orientée surtout vers la solidarité des membres au niveau de la commune de Ngiringiri, mettre en place une certaine cohésion, la concorde entre les habitants de Ngiringiri en particulier et c'est de la ville de Kinshasa en général. L'adhésion est libre. La mutuelle de santé de la commune de Ngiringiri ouvre ses portes et accueille toute personne de bonne volonté pour une conjugaison des efforts. Une cinquantaine de poubelles pour assainir la capitale. La CEP Congo répond à l'appel de l'initiative Kin Bopeto. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kenina. Kinshasa la Belle, l'image d'une ville propre dépend de la contribution de tous. Pour mettre fin à l'insalubrité ambiante, il faut pallier au problème de manque de poubelles sur les grandes artères et lieux publics. Pour soutenir l'initiative Kin Bopeto, la CEP Congo s'emploie à ériger des poubelles publiques pour faciliter l'évacuation des déchets. 50 pièces fabriquées dans les normes pour un premier temps, geste apprécié par le coordonnateur de Kin Bopeto. Vous voyez la présence de la CEP Congo et de la coordination Kin Bopeto pour nous offrir 50 poubelles auxquelles nous sommes en train de mettre au boulevard Lumumba. Un premier geste et non le dernier. L'insalubrité à la base de plusieurs maladies et ses facteurs handicapants dans le développement du pays. Et en politique, retenez qu'il y a eu adhésion des nouveaux membres de l'AFDC. Regardez. Il ne se passe pas un mois sans que le regroupement politique de Modeste Bahati Lukwebo ne reçoive les nouveaux partis qui viennent adhérer. C'est désormais devenu une habitude. Cette nouvelle formation politique ont rejoint le 1er novembre 2020 le regroupement politique AFDCA, deuxième force politique du pays. C'était au cours d'une réunion de la conférence des présidents. Sur la longue liste, on peut voir notamment le parti du prince Willy Michiki. Les nouveaux adhérents soutiennent que c'est le sérieux et l'organisation de l'AFDCA qui les attirent. L'AFDC a toujours été la première force politique de ce pays, sans tricherie ni fraude électorale. Et la vision de l'AFDCA, sous la direction de son autorité morale, le professeur sénateur Bahati Modeste Lukwebo, nous a toujours séduits. Profitant de cette occasion, Modeste Bahati Lukwebo, président national et statutaire de l'AFDCA, a annoncé la tenue le 3 novembre 2020 à Kinshasa, à Béatrice Hôtel, du 3e congrès ordinaire de l'AFDC, le parti phare de l'AFDCA, avant de se féliciter de son parcours depuis sa création jusqu'à ce jour. Ce congrès inaugure les activités marquant le 10e anniversaire de l'AFDC. Donc nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits et c'est pour cette raison que le 3e congrès de l'AFDC, qui est le parti phare du regroupement AFDC allié, va marquer un nouvel élan pour déterminer les 5 prochaines années, quel va être notre cahier de charge, quel va être notre chemin à suivre. Et donc, pour nous, ce congrès, il est très important sur le plan juridique et sur le plan politique. Modeste Bahati Lukwebo a également déclaré que son regroupement politique AFDCA s'inscrit dans le schéma des concertations annoncé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de trouver un consensus sur les questions précieuses visant à faire décoller le développement du pays. Et puis suivez à présent cette journée de souvenirs en mémoire de Monseigneur Mouzirois, archevêque de Bukavu, avec Paulette Lomba. 29 octobre 1976, 29 octobre 2020, 24 ans jour pour jour, depuis que feu Monseigneur Mouzirois Mwenegabo, archevêque de Bukavu, s'en est allé vers la maison du Père. Une mort survenue suite à l'assassinat par les troupes de l'AFDEL.
Et pour commémorer la mémoire de ce prélat catholique, une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, ici à Kinshasa. Dans son homélie tirée des lectures de ces dimanches de la Toussaint, le célébrant, l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, a exhorté les fidèles sur la sainteté. Qui perd sa vie pour Christ, a-t-il poursuivi, va la retrouver. Nous avons l'espérance que Monseigneur Christophe Munziirwa voit le Seigneur face à face. Il a saisi cette opportunité pour épingler les 4 traits évidents qui a fait de Monseigneur Munziirwa un homme intègre. Juste après l'Eucharistie, le vice-président de la fraternité Munziirwa, Dr Sonji, a passé en revue l'essentiel de ce qu'a été fait Monseigneur Munziirwa. Que dit en vrai une humilité sans leçon, un altruisme constant, un sens de service propre, une grande capacité d'endurer à cause de ses ouvrage, des souffrances physiques et morales extrêmes, un maximum librement consenti pour les commis confiés à ses soins. Pour sa part, le président de cette fraternité, Mboni Gaba, a expliqué le sens même de la fraternité Munziirwa. Nous sommes un groupe de personnes qui avons décidé de porter haut l'idéal de vie de Monseigneur Christophe Munziirwa. Ce n'est pas quelqu'un qui a grandi comme nous tous. Il a connu des moments très difficiles dans sa vie, mais aussi des moments heureux, parce qu'il était heureux de faire ce qu'il faisait. Et nous, Fraternité Christophe Munziirwa, nous avons décidé de faire connaître davantage cet homme qui a manifestement été un saint homme. C'est pour cela que nous pensons que sa béatification est tout à fait naturelle. Il s'y de rappeler que Monseigneur Munziirwa a annoncé avec force et conviction jusqu'au martyr la parole de Dieu avec une grande liberté intérieure reposant sur sa capacité exceptionnelle de discernement puisée à la fois dans une grande connaissance des Saintes Écritures et de la vie de saint. Les mécanismes de la Convention sur la biodiversité et cadre mondial post-2020, thème retenu à la télé nationale de renforcement des capacités des organisations des peuples autochtones et de la société civile de la République démocratique du Congo. Les détails avec Serge Mata. Ont pris part à cette activité les membres des organisations des peuples autochtones et la société civile de la République démocratique du Congo et autres. Officiellement lancé par le secrétaire général à l'environnement, Benjamin Tohirambe, ces travaux s'inscrivent dans l'objectif de doter les participants des atouts nécessaires afin de bien suivre les engagements pris, les politiques pour mettre en œuvre la biodiversité sur la voie du redressement au profit de la planète et des populations, ainsi qu'accompagner le gouvernement de la République à assurer le respect de la biodiversité. J'exhorte donc tous les participants à cet atelier d'être très attentifs et appliqués. Je ne peux qu'à vous souhaiter un bon apprentissage et plein succès à cet atelier. Pour cette première journée, plusieurs sujets ont été abordés, dont notamment l'aperçu général, la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et ses outils. Dans son mot de circonstance, le directeur exécutif national de l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire, ANAPAC, Joseph Itongwa, a exprimé les enjeux de cet atelier. Nous venons de terminer le premier plan d'action sur la biodiversité qui est étalé de 2011 à 2020, ce qu'on appelle les objectifs d'Haïti. Et nous sommes en train de suivre déjà le processus vers l'adoption de nouveaux cadres qui va remplacer l'actuel plan d'action. Tous ces mécanismes au niveau international et les stratégies au niveau national, il faut que les acteurs de la société civile maîtrisent bien pour prendre les positions. Rappelons-le qu'à l'issue des travaux, une feuille de route sera élaborée et conçue. Question de spécifier les besoins attendus des mécanismes de la Convention sur la biodiversité et cadre mondial post-2020.